Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, fin de la négociation pour le discours intermalien à Alger. Les parties en présence semblent d'accord sur la mise en place d'une feuille de route commune, mais des questions restent en suspens. La mobilisation contre la modification de l'article 37 de la Constitution, limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels, se poursuit au Burkina Faso. Cette fois, elle prend la forme d'une campagne de financement. L'opposition en espère 500 millions de francs CFA. Et puis la liberté d'expression serait-elle en voie d'extinction en Égypte? C'est en tout cas ce que dénonce le comité de protection des journalistes qui note une nette dégradation de la liberté de la presse depuis la chute du président Mohamed Morsi en 2013. Mais avant de développer ces titres, c'est dans la région de Gossi, dans le nord-est du Mali, que les débris du vol AH 5017 ont été retrouvés aux environs de 2 heures du matin. L'avion d'Air Algérie qui avait décollé jeudi de Ouagadougou transportait 116 personnes. L'épave a été retrouvée, semble-t-il, à quelques kilomètres de la frontière burkinabé. Les autorités locales ont confirmé qu'il n'y avait aucun survivant. Le ministre des Transports algérien Margoul s'est exprimé ce jeudi. On l'écoute. L'avion d'Air Algérie disparu était affrété auprès d'une compagnie espagnole. L'avion a disparu des écrans radars vers 1h55 ce jeudi, au-dessus de la région de Gao au Mali. Il avait décollé de Ouagadougou à 1h17 et devait arriver à Alger à 5h11 du matin. À notre connaissance, des résidents de la région désertique de Gossi, au Mali, ont localisé la carcasse de l'avion recherché. Le village de Gossi a dit que la carcasse avait été vue dans les dunes, mais nous attendons toujours une confirmation. Et c'est au même moment que la première partie des négociations entre les groupes armés du Nord Mali et les autorités nationales s'achevait jeudi à Alger. 9 jours qui auront abouti à un accord de feuille de route commune, mais certains éléments doivent encore être réglés. Guillaume Durand. Ce jeudi se sont achevées à Alger les négociations entre les différents groupes armés du nord du Mali et les autorités de Bamako. L'objectif de ces 9 jours de discussion était de signer une feuille de route afin de dégager un agenda de résolution des conflits qui minent le nord du pays. Mais les obstacles restent nombreux, la coordination MNLA-HCUA-MAA refusant de considérer les autres groupes armés comme des interlocuteurs. Pour les observateurs, la priorité au terme de ces pourparlers reste la sécurité des Maliens. Il faudrait que les partenaires techniques et financiers, l'État du Mali, les médiateurs, les facilitateurs, les coordonnateurs, que chacun s'accorde à son niveau et collectivement pour qu'on veille sur la sécurité des personnes, sur la sécurité des biens au moment où l'État du Mali absent de cette partie de son territoire. Il convient également d'impliquer tous les organes politiques de la nation. Il faudrait que nos pouvoirs politiques, nos partis politiques, nos associations politiques, tous les représentants des institutions de la République, les communautés, les institutions traditionnelles puissent être fortement impliquées, puissent également s'engager pour qu'ensemble, on puisse également trouver ensemble, conformément à la devise du Mali, un peuple, un but, une foi, c'est-à-dire l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité, qu'on doit rechercher par le dialogue politique pour qu'on puisse, une fois pour toutes, régler ce problème du Dieu depuis le temps colonial. Le texte repose notamment sur le repli des combattants de la coordination menée par le MNLA sur Anfis, l'envoi sur le terrain d'une commission de la MINUSMA ou encore la libération de prisonniers. Parallèlement à ces discussions, les combats opposant le MNLA et ses alliés à une branche dissidente du mouvement arabe de l'Azawad ont continué de faire rage dans la région de Tabakorte, entre Gao et Kidal. Remaniement ministériel au Rwanda à 3 ans de l'élection présidentielle et sans explication officielle, le chef de l'État rwandais Paul Kagame a nommé Anastase Murekezi comme son nouveau Premier ministre. Cet ancien ingénieur membre du gouvernement depuis 10 ans est issu de la seconde force politique du Rwanda, le Parti social-démocrate. Une figure controversée, soupçonnée de malversation financière il y a 4 ans, il s'est récemment excusé publiquement d'avoir participé en 1973 à un manifeste appelant à la réduction des effectifs Tutsis dans les administrations.
Au Burkina Faso, les élections présidentielles auront lieu en 2015 et pour empêcher que le président sortant, Blaise Compaoré, s'y présente une troisième fois, l'opposition veut éviter toute modification de l'article 37 de la Constitution. Aussi, le 26 juin 2014, le chef de file de l'opposition politique a lancé une souscription populaire. Plus de détails avec ce reportage de notre correspondant, Wendiam Valentin Compaoré. La révision ou non de la Constitution divise la classe politique burkinabé. Ainsi, le chef de file de l'opposition politique a lancé le 26 juin dernier une campagne de souscription financière. Cette récolte de fonds populaires financera entre autres ses meetings et ses marches dans l'optique de contrer la révision de l'article 37 de la Constitution. Une initiative pour barrer la route à une 5e candidature du président Blaise Compaoré en 2015. Au jour d'aujourd'hui, les partis politiques d'opposition se cotisent régulièrement pour mener ces différentes campagnes-là. Nous avons vite compris qu'à ce rythme-là, nous allions être essoufflés assez rapidement. Et nous savons qu'en face, ils auront l'espoir de nous gagner à l'usure. Par conséquent, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de penser à des mécanismes de levée de fonds qui sont des méthodes tout à fait légales, d'accord, pour le financement de partis politiques. Et nous avons donc décidé de nous en référer au peuple burkinabé qui a soif de changement pour lui dire, pour ce changement-là, ton engagement, il est l'idéal, mais en plus, nous avons besoin de soutien financier pour pouvoir matérialiser sur le terrain ta volonté. Les partis de l'opposition espèrent la contribution d'1 million de personnes, ce qui permettra de récolter une somme d'environ 500 millions de francs CFA. Mais à un peu moins d'un mois de son lancement, ils n'ont récolté qu'environ 3 millions de francs CFA. Une initiative inédite à enjeu capital selon des analystes. Les citoyens qui sont vraiment engagés contre la modification du référendum devraient logiquement s'inscrire et faire des contributions. Et en fonction du volume recueilli, on va peut-être mesurer l'ampleur et la profondeur de ces mouvements qui est contre la révision de l'article 37. Depuis plusieurs semaines au Burkina Faso, l'on assiste à des manifestations et contre-manifestations en fonction des camps. Si une caravane de sensibilisation pour le référendum a conduit le Front républicain dans le sud-ouest du pays, l'opposition compte dans les jours à venir dépêcher des missions de plaidoyer contre la révision de la Constitution auprès de l'ONU et de l'Union africaine. La Cour pénale internationale a déclaré l'affaire contre l'ancien directeur des renseignements libyens, Abdallah Al-Senoussi, irrecevable. La Chambre d'appel a ainsi estimé, après examen des 3 motifs d'appel présentés par la défense, que la Libye était capable de poursuivre l'ancien responsable militaire. Conformément au statut de Rome, la CPI ne peut enquêter que quand l'État concerné n'est pas en mesure ou refuse de le faire. Écoutons la déclaration du juge Akwa Kouinechea. La Cour d'appel ne trouve aucune erreur dans le rapport rendu par la Chambre préliminaire. De ce fait, la Cour d'appel rejette le 3e motif de la défense pour faire appel. La Cour d'appel ne considère pas que les motifs présentés par la Chambre préliminaire sont irraisonnables. Par conséquent, le 1er motif d'appel de la défense est rejeté. En somme, la Cour d'appel confirme la décision de contester et rejette l'appel. En 3 ans, la liberté d'expression se serait délabrée en Égypte. C'est le constat du Comité de protection des journalistes, un organisme fondé en 1980 pour dénoncer les attaques faites à la presse. Le 23 juin 2014, la condamnation de 3 journalistes étrangers de la chaîne qatari Al Jazeera en Égypte avait déclenché une vague d'indignation internationale. Accusés de soutenir les frères musulmans, ils avaient écopé de peines allant de 7 à 10 ans de prison. Khadija Asfar. L'Égypte pointe désormais à la 3e place des pays les plus meurtriers pour les journalistes. Le pays occupe également la 5e place des pays susceptibles de détenir les membres de la presse. 10 d'entre eux ont péri en 2011 et 6 en 2013. Ce que note également le Comité de protection des journalistes, c'est une constante dégradation de la liberté de la presse depuis la destitution du président Mohamed Morsi en juillet 2013. La liberté de la presse et la liberté d'expression en général se sont détériorées en Égypte au cours des 3 dernières années. La dégradation s'est accélérée depuis le 3 juillet de l'année dernière. Nous avons constaté des restrictions, des règlements et de nombreux obstacles ont été imposés aux journalistes.
Quelques minutes seulement après l'annonce de la chute du président Mohamed Morsi, au moins 5 canaux de satellites privés ont été fermés et des journalistes ainsi que du personnel employé par ces chaînes ont été arrêtés. Les chaînes étaient détenues par les Frères musulmans ou d'autres groupes islamistes qui soutenaient le régime Morsi. Mais sur le terrain, tous les journalistes affirment ne pas ressentir la pression de la même façon. Nous n'avons pas été contactés directement par quelqu'un qui nous a forcé ou interdit de publier quoi que ce soit. Cela a probablement un rapport avec le fait que nous sommes un média anglais, mais en même temps nous avons beaucoup de préoccupations communes avec le reste de la presse égyptienne. Il y a des précédents qui ont été établis et qui nous rendent un peu nerveux, notamment la détention et la condamnation des journalistes. L'arrestation qui a sans doute fait le plus parler d'elle est celle des 3 journalistes de la chaîne Al Jazeera, Mohamed Fadel Fahmy, son confrère australien Peter Grest et l'Égyptien Bahar Mohamed. Leur détention avait déclenché des réactions en chaîne des Nations Unies, des États-Unis ou encore du Kenya. Mais le président Al-Sisi avait indiqué qu'il n'interviendrait pas dans le jugement, tout en demandant que la souveraineté judiciaire de son pays soit respectée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.